Internet, etc. Ce processus éducatif, tel qu'il se joue là, il peut engager la présence d'un médiateur humain. Là, je parle de médiation humaine, et pas de médiation technique telle que le manier le concept en Infocom. On pourra revenir d'ailleurs sur ce concept de médiation technique, puisqu'il est très important pour comprendre justement ce jeu de relations entre l'image et l'éducation. Donc là, effectivement, en l'occurrence, c'est une médiation qui peut engager la présence d'un médiateur humain. Donc ça peut être l'enseignant, ça peut être le conférencier, ça peut être l'animateur, etc., etc. Ou il peut être médiatisé dans des dispositifs spécifiques, avec la présence de documents d'accompagnement, par exemple, en étant inséré dans une programmation plus vaste, qui fait sens en elle-même, etc., etc. Ou alors, ces films-là peuvent aussi être livrés aux destinataires sans médiation particulière. C'est ce qui arrive, par exemple, si c'est une émission de télévision qui est programmée, pas de médiation spécifique humaine, encore une fois. Je précise bien que je parle de médiation humaine. Donc, vous voyez qu'on est ici dans des situations et des typologies extrêmement diverses, mais qui relèvent de cette situation d'éducation par l'image, cette volonté d'utiliser l'image animée comme vecteur de transmission, et qui fait partie complètement de ce concept d'éducation à l'image. Deuxième situation donc, que j'ai identifiée, c'est l'idée d'éducation à la culture cinématographique. L'éducation à la culture cinématographique, ça regroupe cette fois l'ensemble des situations où le cinéma devient l'objet du dispositif éducatif. Dans le premier cas, c'était n'importe quel type de connaissance, les maths, la connaissance d'un pays, une langue, n'importe quoi, qui était l'histoire, la géographie, n'importe ce qu'on veut, la politique, qui était transmis. Ici, le cinéma en lui-même devient l'objet de ce dispositif éducatif. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on va transmettre? Par exemple, les différents courants esthétiques de l'histoire du cinéma, les œuvres marquantes, l'environnement technologique, les évolutions socio-économiques du cinéma, etc., politiques, culturelles, législatives, les grands hommes de l'histoire du cinéma, etc. Donc il y a l'idée sous-jacente, dans cette dimension-là, que le cinéma peut constituer en lui-même une culture à partager. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, un concept dans le domaine du cinéma, cette idée-là, cette idée du cinéma en tant que culture à partager? Non, ça vous fait penser à rien de particulier? Les clubs aussi de... Oui, vous avez raison, et qui appartiennent de façon plus vaste à la cinéphilie. Ouais. Voilà, exactement ça. C'est-à-dire qu'on est ici au cœur de ce qui va constituer la cinéphilie, c'est-à-dire cette idée que le cinéma en lui-même, avec toutes ces dimensions-là, peut devenir une culture à partager. Et on est au cœur, avec cette transmission cinéphile, si vous voulez, à travers des dispositifs qui vont être estampillés, justement comme relevant d'une démarche cinéphile, au cœur de cette éducation à la culture cinématographique, cette volonté de transmettre des éléments de connaissance du cinéma en lui-même. Alors, cet objectif il peut être traversé par plein d'autres ambitions annexes. Par exemple, au niveau politique, au niveau des politiques culturelles, par la question de la diversité culturelle, par exemple, vous savez que c'est un des fondements de la politique culturelle française. Vous avez déjà travaillé un petit peu, j'imagine, sur... Non ? Diversité culturelle, vous avez traversé ça dans vos études? Non? Plus que ça. Donc cette idée que le gouvernement français cherche finalement, par ses politiques publiques, à favoriser une diversité des expressions cinématographiques à travers le monde. Et ça s'oppose comme modèle, évidemment, vous en doutez, à l'hégémonie états-unienne, en particulier hollywoodienne, particulièrement dans les expressions cinématographiques. Donc ça, c'est un des piliers de
de la politique culturelle française. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la politique cinématographique du gouvernement français depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, la question de la cinéphilie est intrinsèquement associée à cet objectif politique, puisqu'évidemment, en formant des cinéphiles, le gouvernement va former des gens, les jeunes en particulier, qui vont être attirés par une grande diversité de productions cinématographiques et qui vont faire vivre au quotidien cette diversité culturelle, en offrant des marchés, finalement, en quelque sorte, à ces films issus du monde entier et qui vont être diffusés sur le territoire français. Donc, vous voyez qu'on est dans ce... Il y a des objectifs sous-jacents aussi hein, à ce type d'éducation cinématographique. Alors, les dispositifs, on a vu hein, les dispositifs qui étaient liés à l'éducation par l'image cinématographique. Ici, les dispositifs, encore une fois, ils peuvent être extrêmement variés. Historiquement, ça a pu être aussi des clubs. Ensuite, par la suite, effectivement, ça peut être, ça a été et ça continue d'être les cinémathèques, par exemple, qui jouent ce rôle, les festivals. Mais aussi, alors attention, je disais tout à l'heure, je parlais des contextes plus pédagogiques, plus didactiques, les cours à l'université et tout ça. L'université fait partie de ces lieux où se joue aussi la transmission de cette culture cinématographique, puisqu'ont été créées hein, des filières cinéma audiovisuel depuis les années 70 dans ce but-là, hein, et en continuité avec les politiques publiques. Hein, il y a évidemment des liens entre tous ces objectifs hein, historiques. Donc on est dans cette élaboration, si vous voulez, d'une culture cinématographique qui peut être partagée, ça c'est la question de la cinéphilie, et qui peut être personnelle, puisqu'il peut y avoir des individus effectivement qui ont leur culture spécifique, en fonction de leur goût, leurs attirances, etc., etc. Mais on est toujours effectivement dans cette idée hein, de dispositifs qui sont propres à la transmission finalement de cette culture cinématographique. Et enfin, le dernier élément, l'éducation au langage cinématographique. Alors, l'éducation au langage cinématographique, ça concerne cette fois toutes les actions qui vont être entreprises pour permettre aux spectateurs de maîtriser les codes spécifiques aux médias cinématographiques. Là, on est dans la continuité de quelle discipline? Vous savez forcément, on est en tant qu'étudiant en infocom. Non. Quelle est la discipline qui a réfléchi justement le langage des images et des sons? Tout à fait. La sémiologie, la sémiotique. C'est la sémiologie qui a fondé ce geste-là d'éducation au langage cinématographique. Il s'agit en substance de réfléchir de comprendre comment le cinéma produit du sens, si vous voulez, hein, les images animées. Alors de quand ça c'est la résultante, si vous voulez, de ce qu'on a appelé la filmologie dans l'immédiate après-guerre. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez déjà entendue, qui est à l'origine en fait des réflexions sur la sémiologie. Et la filmologie, effectivement, a engagé la formalisation d'une analyse, si vous voulez, d'un langage cinématographique. Et c'est adjoint à cette ambition de comprendre le langage des images, l'idée aussi de développer un regard critique sur les images animées et sur les modes de production aussi des images au quotidien. Et là, on est en plein dans les problématiques qui intéressent en premier lieu, par exemple, l'information-communication, dans son rapport aux images animées, hein, plus que d'autres dimensions, évidemment, que j'avais mis en avant. Philippe Mérieux, je ne sais pas si vous connaissez ce pédagogue, non sur de l'éducation, mais il a beaucoup travaillé sur le cinéma, les images, c'est extrêmement intéressant. Il parlait effectivement d'une éducation à la résistance, à l'emprise et à toute forme d'emprise. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette éducation-là au langage cinématographique, c'est-à-dire à un moment donné de donner les outils aux individus pour qu'ils puissent comprendre pleinement la fabrication, la façon dont
sont fabriqués les messages visuels qui leur sont présentés tous les jours, et en les comprenant, en comprenant leur mode de fabrication, ne pas se laisser envahir finalement par des messages dont ils ne maîtrisent pas les codes. D'où cette expression de Mérieux, d'éducation à la résistance, à l'emprise et à toutes les formes d'emprise. Pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel il faut comprendre cette dimension. Donc, alors là c'est pareil, si on veut évoquer les dispositifs dans lesquels a été maniée cette éducation spécifique, on retrouve les ciné-clubs dans l'après-guerre, qui se sont vraiment voulus comme agents d'une éducation au langage cinématographique. Il faut rappeler le caractère extrêmement politique des ciné-clubs dans l'après-guerre, qui à l'époque étaient engagés dans un combat, un véritable combat, je reprends les termes qui étaient utilisés à l'époque, pour faire prendre conscience aux spectateurs de la nécessité de résister à la propagande états-unienne telle qu'elle était développée dans les films de fiction, de cinéma. On était vraiment dans cette optique-là, et participait évidemment de cette éducation, cette compréhension des codes cinématographiques. Donc, déjà dans les ciné-clubs, évidemment, a été amorcée finalement cette attention portée à comprendre comment fonctionnaient justement ces films dont on s'abreuvait dans les cinémas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque dans les années 60, on a commencé à réfléchir très fortement à l'idée d'introduire de l'éducation, de l'enseignement du cinéma à l'université, ce qui s'est concrétisé à la toute fin des années 60 et plus précisément dans les années 70, les animateurs de ciné-club étaient furieux. Ils étaient furieux pourquoi? Parce qu'eux disaient, mais nous on fait ça depuis 20 ans. Nous on fait ça depuis 20 ans et là vous allez projeter, mettre des gens, on ne sait même pas qui, à faire des cours dans les universités, alors que c'est nous les véritables maîtres de cette question. Et ça a été assez houleux, déjà à cette époque-là. Ça a été de nouveau dans les années 80, mais déjà à cette époque. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, vous voyez, il y a différents... Alors évidemment, oui, j'introduisais à l'université, c'est à l'université, évidemment, que c'est concrétisé complètement cette éducation-là, avec en particulier donc, ces fameuses études, ces formations au cinéma et audiovisuel qui se sont développées dans les années 70, et où la sémiologie a pris une part extrêmement importante, en particulier dans les années 70. C'est vraiment la décennie où les universitaires ne juraient que par la sémiologie et que tous les travaux sur le cinéma passaient par la sémiologie. En gros, vous ne pouvez pas faire des travaux sur le cinéma sans faire de la sémiologie dans les années 70. Depuis, ça c'est un petit peu... non, il reste des sémiologues, mais finalement, ils sont en minorité, mais à l'époque, c'est pas... Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éducation à l'image, on regroupe sous cette appellation ces trois gestes qui se rencontrent. C'est-à-dire que les opérations d'éducation à l'image, telles qu'elles sont pensées, par exemple les programmes nationaux d'éducation à l'image, regroupent ces trois ambitions en même temps. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Dans les dispositifs, vous voyez à peu près ce que c'est ces dispositifs, école au cinéma, collège au cinéma et tout ça? Ouais, vous voyez comment ça fonctionne? Non, je ne connais pas. Alors, je voulais juste... En fait, c'est des dispositifs... l'idée du gouvernement, c'est de trois fois dans l'année, de faire en sorte qu'une classe, avec son enseignant, pendant le temps scolaire, se déplace dans une salle de cinéma, en général une salle à essai, et voit un film qui est inscrit dans un programme national pour l'année. Ce film, la projection de ce film dans cette salle de cinéma est accompagnée par une médiation. En général, c'est le directeur de la salle ou un animateur qui fait la médiation. Et ensuite, le film est censé être retravaillé en classe avec des accompagnements, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'était à l'époque l'expression consacrée quand on a inventé ces dispositifs, c'était de réapprendre le chemin de la salle aux enfants, puisqu'on était dans une période, vous savez, où la fréquentation baissait de façon inexorable. Donc il y avait cette idée de réapprendre le chemin de la salle. Aujourd'hui, la problématique est un petit peu différente, puisque la fréquentation est de nouveau plus soutenue qu'à l'époque, dans lesquels ces films se projetés, mais aussi, bien sûr, la
il peut engager la présence d'un médiateur humain. Là, je parle de médiation humaine, et pas de médiation technique telle que vous maniez le concept en Infocom. On pourra revenir d'ailleurs sur ce concept de médiation technique, puisqu'il est très important pour comprendre justement ce jeu ce jeu de relations entre l'image et l'éducation. Donc là, effectivement, en l'occurrence, c'est une médiation qui peut engager la présence d'un médiateur humain. Donc ça peut être l'enseignant, ça peut être le conférencier, ça peut être l'animateur, etc. Ou il peut être médiatisé dans des dispositifs spécifiques, avec la présence de documents d'accompagnement, par exemple, en étant inséré dans une programmation plus vaste, qui fait sens en elle-même, etc. Ou alors, ces films-là peuvent aussi être livrés aux destinataires sans médiation particulière. C'est ce qui arrive, par exemple, si c'est une émission de télévision qui est programmée, pas de médiation spécifique humaine, encore une fois. Je précise bien que je parle de médiation humaine. Donc, vous voyez qu'on est ici dans des situations et des typologies extrêmement diverses, mais qui relèvent de cette situation d'éducation par l'image, cette volonté d'utiliser l'image animée comme vecteur de transmission, et qui fait partie complètement de ce concept d'éducation à l'image. Deuxième situation donc, que j'ai identifiée, c'est l'idée d'éducation à la culture cinématographique. L'éducation à la culture cinématographique, ça regroupe cette fois l'ensemble des situations où le cinéma devient l'objet du dispositif éducatif. Dans le premier cas, c'était n'importe quel type de connaissance, les maths, la connaissance d'un pays, une langue, n'importe quoi, qui était l'histoire, la géographie, n'importe ce qu'on veut, la politique, qui était transmis. Ici, le cinéma en lui-même devient l'objet de ce dispositif éducatif. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on va transmettre? Par exemple, les différents courants esthétiques de l'histoire du cinéma, les œuvres marquantes, l'environnement technologique, les évolutions socio-économiques du cinéma, etc. Politiques, culturelles, législatives, les grands hommes de l'histoire du cinéma, etc. Donc il y a l'idée sous-jacente, dans cette dimension-là, que le cinéma peut constituer en lui-même une culture à partager. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, un concept dans le domaine du cinéma, cette idée-là, cette idée du cinéma en tant que culture à partager? Non, ça vous fait penser à rien de particulier? Les clubs aussi de... Oui, vous avez raison, et qui appartiennent de façon plus vaste à la cinéphilie. Voilà, exactement ça. C'est-à-dire qu'on est ici au cœur de ce qui va constituer la cinéphilie, c'est-à-dire cette idée que le cinéma en lui-même, avec toutes ces dimensions-là, peut devenir une culture à partager. Et on est au cœur, avec cette transmission cinéphile, si vous voulez, à travers des dispositifs qui vont être estampillés, justement, comme relevant d'une démarche cinéphile, au cœur de cette éducation à la culture cinématographique, cette volonté de transmettre des éléments de connaissance du cinéma en lui-même. Alors, cet objectif peut être traversé par plein d'autres ambitions annexes. Par exemple, au niveau politique, au niveau des politiques culturelles, par la question de la diversité culturelle, par exemple, vous savez que c'est un des fondements de la politique culturelle française. Vous avez déjà travaillé un petit peu, j'imagine, sur... Non ? Diversité culturelle, vous avez traversé ça dans vos études? Non? Plus que ça. Donc cette idée que le gouvernement français cherche finalement, par ses politiques publiques, à favoriser une diversité des expressions cinématographiques à travers le monde. Et ça s'oppose comme modèle, évidemment, vous en doutez, à l'hégémonie états-unienne, en particulier hollywoodienne, particulièrement dans les expressions cinématographiques. Donc ça, c'est un des piliers de la politique culturelle française. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la politique cinématographique du gouvernement français depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, la question de la cinéphilie est intrinsèquement associée à cet objectif politique.
puisqu'évidemment, en formant des cinéphiles, le gouvernement va former des gens, les jeunes en particulier, qui vont être attirés par une grande diversité de productions cinématographiques et qui vont faire vivre au quotidien cette diversité culturelle, en offrant des marchés, finalement, en quelque sorte, à ces films issus du monde entier et qui vont être diffusés sur le territoire français. Donc, vous voyez qu'on est dans ce... Il y a des objectifs sous-jacents aussi hein, à ce type d'éducation cinématographique. Alors, les dispositifs, on a vu hein, les dispositifs qui étaient liés à l'éducation par l'image cinématographique. Ici, les dispositifs, encore une fois, ils peuvent être extrêmement variés. Historiquement, ça a pu être aussi des clubs. Ensuite, par la suite, effectivement, ça peut être, ça a été et ça continue d'être les cinémathèques, par exemple, qui jouent ce rôle, les festivals, mais aussi, alors attention, je disais tout à l'heure, je parlais des contextes plus pédagogiques, plus didactiques, les cours à l'université et tout ça. L'université fait partie de ces lieux où se joue aussi la transmission de cette culture cinématographique, puisqu'ont été créées hein, des filières cinéma audiovisuel depuis les années 70 dans ce but-là. Hein, et en continuité avec les politiques publiques. Hein, il y a évidemment des liens entre tous ces objectifs hein, historiques. Donc on est dans cette élaboration, si vous voulez, d'une culture cinématographique qui peut être partagée, ça c'est la question de la cinéphilie, et qui peut être personnelle, puisqu'il peut y avoir des individus effectivement qui ont leur culture spécifique, en fonction de leur goût, leurs attirances, etc. Mais on est toujours effectivement dans cette idée hein, de dispositifs qui sont propres à la transmission finalement de cette culture cinématographique. Et enfin, le dernier élément, l'éducation au langage cinématographique. Alors, l'éducation au langage cinématographique, ça concerne cette fois toutes les actions qui vont être entreprises pour permettre aux spectateurs de maîtriser les codes spécifiques aux médias cinématographiques. Là, on est dans la continuité de quelle discipline? Vous savez forcément, on est en tant qu'étudiant en infocom. Non. Quelle est la discipline qui a réfléchi justement le langage des images et des sons? Tout à fait. La sémiologie, la sémiotique. C'est la sémiologie qui a fondé ce geste-là d'éducation au langage cinématographique. Il s'agit en substance de réfléchir de comprendre comment le cinéma produit du sens, si vous voulez, hein, les images animées. Alors de quand ça c'est la résultante, si vous voulez, de ce qu'on a appelé la filmologie dans l'immédiate après-guerre. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez déjà entendue, qui est à l'origine en fait des réflexions sur la sémiologie. Et la filmologie, effectivement, a engagé la formalisation d'une analyse, si vous voulez, d'un langage cinématographique. Et c'est adjoint à cette ambition de comprendre le langage des images, l'idée aussi de développer un regard critique sur les images animées et sur les modes de production aussi des images au quotidien. Et là, on est en plein dans les problématiques qui intéressent en premier lieu, par exemple, l'information-communication dans son rapport aux images animées, hein, plus que les autres dimensions, évidemment, que j'avais mis en avant. Philippe Mérieux, je ne sais pas si vous connaissez ce pédagogue, non en sciences de l'éducation, mais il a beaucoup travaillé sur le cinéma, les images, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il parlait effectivement d'une éducation à la résistance, à l'emprise et à toute forme d'emprise. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette éducation-là au langage cinématographique, c'est-à-dire à un moment donné de donner les outils aux individus pour qu'ils puissent comprendre pleinement la fabrication, la façon dont sont fabriqués les messages visuels qui leur sont présentés tous les jours, et en les comprenant, en comprenant leur mode de fabrication, ne pas se laisser envahir finalement par des messages dont ils ne maîtrisent pas les codes.
D'où cette expression de Mérieux, l'éducation à la résistance, à l'emprise et à toutes les formes d'emprise. Pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel il faut comprendre cette dimension. Donc, alors là c'est pareil, si on veut évoquer les dispositifs dans lesquels a été maniée cette éducation spécifique, on retrouve les ciné-clubs dans l'après-guerre, qui se sont vraiment voulus comme agents d'une éducation au langage cinématographique. Il faut rappeler le caractère extrêmement politique des ciné-clubs dans l'après-guerre, qui à l'époque étaient engagés dans un combat, un véritable combat, je reprends les termes qui étaient utilisés à l'époque, pour faire prendre conscience aux spectateurs de la nécessité de résister à la propagande états-unienne telle qu'elle était développée dans les films de fiction du cinéma. On était vraiment dans cette optique-là et participait évidemment de cette éducation, cette compréhension des codes cinématographiques. Donc, déjà dans les ciné-clubs, évidemment, a été amorcée finalement cette attention portée à comprendre comment fonctionnaient justement ces films dont on s'abreuvait dans les cinémas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque dans les années 60, on a commencé à réfléchir très fortement à l'idée d'introduire de l'éducation, de l'enseignement du cinéma à l'université, ce qui s'est concrétisé à la toute fin des années 60 et plus précisément dans les années 70, les animateurs de ciné-club étaient furieux. Ils étaient furieux pourquoi? Parce qu'eux ils disaient mais nous on fait ça depuis 20 ans. Nous on fait ça depuis 20 ans et là vous allez projeter, mettre des gens, on ne sait même pas qui, à faire des cours dans les universités alors que c'est nous les véritables maîtres de cette question. Et ça a été assez douloureux déjà à cette époque-là. Ça a été de nouveau dans les années 80 mais déjà à cette époque. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, vous voyez, il y a différents... Alors évidemment, oui, j'introduisais à l'université, c'est à l'université évidemment que c'est concrétisé complètement cette éducation-là, avec en particulier donc, ces fameuses études, ces formations au cinéma et audiovisuel qui se sont développées dans les années 70, et où la sémiologie a pris une part extrêmement importante, en particulier dans les années 70. C'est vraiment la décennie où les universitaires ne juraient que par la sémiologie et que tous les travaux sur le cinéma passaient par la sémiologie, en gros. Vous ne pouvez pas faire des travaux sur le cinéma sans faire de la sémiologie dans les années 70. Depuis, ça c'est un petit peu... non, il reste des sémiologues, mais finalement, ils sont en minorité, mais à l'époque, c'est pas... Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éducation à l'image, on regroupe sous cette appellation ces trois gestes qui se rencontrent. C'est-à-dire que les opérations d'éducation à l'image, telles qu'elles sont pensées, par exemple les programmes nationaux d'éducation à l'image, regroupent ces trois ambitions en même temps. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Dans les dispositifs, vous voyez à peu près ce que c'est ces dispositifs, école au cinéma, collège de cinéma et tout ça? Oui, vous voyez comment ça fonctionne? Non, je ne connais pas. Alors, je voulais juste... En fait, c'est des dispositifs... l'idée du gouvernement, c'est de trois fois dans l'année, de faire en sorte qu'une classe, avec son enseignant, pendant le temps scolaire, se déplace dans une salle de cinéma, en général une salle à essai, et voit un film qui est inscrit dans un programme national pour l'année. Ce film, la projection de ce film dans cette salle de cinéma est accompagnée par une médiation. En général, c'est le directeur de la salle ou un animateur qui fait la médiation. Et ensuite, le film est censé être retravaillé en classe avec des accompagnements, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'était à l'époque l'expression consacrée quand on a inventé ces dispositifs, c'était de réapprendre le chemin de la salle aux enfants, puisqu'on était dans une période, vous savez, où la fréquentation baissait de façon inexorable. Donc il y avait cette idée de réapprendre le chemin de la salle. Aujourd'hui, la problématique est un petit peu différente, puisque la fréquentation est de nouveau plus soutenue qu'à l'époque. Mais